Depuis une vingtaine d'années, quand on parle d'élections dans l'un des pays de la CEDEAO, son nom est évoqué. Il est présent dans le dispositif de la commission de la CEDEAO pour accompagner les États qui font cet exercice qu'imposent les pratiques démocratiques. Diplômé du 3e cycle donc en stratégie et diplomatie de Paris, il était encore il y a quelques jours le représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. Premier plan donc de notre entretien, on va faire le bilan donc de la mission qu'il a fait séjourner à Addis Abeba pendant près de 2 ans. Ensuite, des enjeux politiques, sécuritaires et économiques de la région. Il vient nous éclairer. Excellence, Francis Gabriel. Ok, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes également ancien chef de la division assistance électorale, ancien secrétaire permanent du RESAO. Donc, c'est le réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest. Et j'en passe, puisque le parcours, il est impressionnant. En tout cas, bienvenue sur le plateau du grand format. Quelles sont les actions phares que nous pouvons mettre à l'actif donc de votre mandat pendant votre mission en Éthiopie à Addis Abeba? Merci beaucoup. Merci, mon cher ami, pour m'avoir invité à cette séance. Avant de parler des actions phares, il faut qu'on parle brièvement des bases légales sur lesquelles la CEDEAO a un bureau à l'Union africaine. Oui. Donc, la base légale, c'est le protocole qui lie la CEDEAO et l'Union africaine et les différentes communautés régionales. Donc, il y a un protocole qui est signé parce qu'au niveau de l'Union africaine, ils ont estimé que les communautés régionales sont les piliers de l'Union africaine. Donc, si des décisions sont prises à l'Union africaine, c'est les communautés régionales qui peuvent mieux les ventiler parce que plus proches des populations. Et c'est là que ceci est basé sur le principe de subsidiarité et de complémentarité qui est un principe sacro-saint au niveau de l'Union africaine et des communautés régionales. Donc ce principe, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que s'il y a un événement dans un des pays qui est dans une région, c'est la communauté régionale qui prend le devant. Donc pour mieux renforcer cette collaboration avec les communautés régionales, et il a été décidé que les communautés aient un représentant dans la commission de l'Union africaine. Donc pour mieux coordonner et pour servir d'interface entre l'Union africaine et les communautés régionales. Alors c'est de ce fait que depuis 2008, la CEDEAO a commencé par envoyer des représentants au niveau de l'Union africaine. Alors, mon tour est arrivé, j'ai été envoyé. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Il fallait faire la visibilité de ce bureau parce que même à l'Union africaine, les gens ne connaissaient pas le bureau de la CEDEAO. Donc, ça a été le premier cheval de bataille et nous avons estimé qu'il faut assurer la visibilité. Ensuite, il faut informer les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO basés à Addis, des décisions qui sont prises à Abuja. Très important parce que nous avons des ambassadeurs de nos États qui sont là-bas, mais qui ne sont pas informés pour la plupart des décisions qui sont prises et même du background de ces décisions. Donc je me suis attelé à créer le contact régulier entre le bureau et ses ambassadeurs pour leur faire parvenir et leur expliquer et chaque fois et les décisions qui sont prises à Abuja pour qu'ils s'approprient. Pourquoi? L'intérêt de cette action, c'est que parmi les 15 États de la CEDEAO représentés, les ambassadeurs, nous en avons 4 qui sont membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui doit endosser les décisions prises par les communautés régionales au niveau des Nations Unies. Donc, il est important qu'on puisse maintenir un contact et expliquer le background des décisions qui sont prises dans notre région pour que ces membres au sein du comité de paix et de l'Union africaine puissent relayer et puissent s'approprier et défendre les questions qui ont été débattues au niveau de l'Union et de la CEDEAO. Ensuite, nous avons aussi essayé, vous savez, actuellement, la CEDEAO est l'organisation régionale qui a une expérience avérée en matière de libre circulation des biens et des personnes. Donc, sur la plateforme
des organisations régionales qui a été créée. Et puisque aujourd'hui, nous avons, la CEDEAO a le mandat de coordonner cette plateforme. Le président de la CEDEAO coordonne au niveau des chefs d'institution et le représentant coordonne au niveau des autres représentants au niveau de Addis. Donc, dans ce cadre, nous essayons et nous avons essayé d'organiser des visites d'échange d'autres régions au siège de la CEDEAO pour mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est ainsi que nous avons eu à collaborer avec IGAD, et c'est l'organisation sous-régionale de la Corne de l'Afrique, et ils ont fait déployer une délégation de 75 personnes à la CEDEAO pour suivre. Et ils ont eu à être briefés par des directeurs techniques et le président de la commission. Donc c'était très important cette visite pour eux. Le président de la communauté économique de l'Afrique centrale aussi, avec une délégation, est passé à Abuja, au siège de la CEDEAO, pour s'imprégner de comment nous fonctionnons, parce qu'aujourd'hui la CEDEAO est un exemple pour ces autres organisations. Et il y a la SADC et le COMESA qui se préparent à y arriver parce qu'ils veulent s'imprégner de comment la CEDEAO s'auto-fonctionne. Parce que, vous savez, avec ce qu'on appelle communauté levy en anglais, c'est-à-dire la contribution des États qui fait fonctionner la CEDEAO à plus de 60%. Donc, ce qui n'est pas le cas dans les autres institutions. Donc, ils veulent comprendre mieux comment la CEDEAO fait pour faire le prélèvement de ces contributions auprès des États membres. Donc, je vois plusieurs actions, ce que nous avons fait. Actions à mettre à là-dessus. Alors, concrètement, que gagne le Bénin en occupant justement ce poste? Oui, bon, quand vous dites que gagne le Bénin, bon, le Bénin gagne d'abord en occupant ce poste par son citoyen, et c'est quelque chose d'important. Et le Bénin a gagné plusieurs choses, puisque nous avons aussi, en assurant la visibilité de la CEDEAO, nous assurons aussi la visibilité des actions de notre pays et de ce qui est positif. Et puis, je vous dirai, puisque nous allons discuter des questions de sanctions, je vous dirai à ce niveau-là le rôle que nous avons joué et qui a fait que les autres régions se demandent, vous êtes de quel pays? Et quand vous dites vous êtes du Bénin, je pense qu'il y a une certaine fierté qui sort. D'accord. Alors, quels sont les enjeux communs que partagent la CEDEAO et l'Union africaine? Ah oui, et la CEDEAO et l'Union africaine, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Et le premier enjeu, à l'heure où nous parlons, c'est la question des changements anticonstitutionnels dans la région. Et puisque tout ce qui se passe dans une région concerne l'Union africaine, il y a cette question et l'Union africaine fait beaucoup et organise beaucoup de rencontres pour réfléchir sur cette question. Nous avons aussi une autre question qui est la question du terrorisme. Et la question du terrorisme, c'est une question qui touche aussi bien la CEDEAO que l'Union africaine, et ces deux institutions sont en train de chercher les moyens efficaces pour pouvoir contrer ce fléau. Et ensuite, il y a d'autres enjeux. Et cet enjeu qui est général à toute l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens africains se demandent quelle est la dividende de la démocratie. D'accord. Nous allons voter chaque fois, nous changeons, mais notre vie ne change pas. C'est ça la question, l'un des défis majeurs des organisations internationales aujourd'hui, qui doivent servir normalement de garant. Tout à fait. Voilà. Et comme je le disais, vous avez été pendant plusieurs années chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. À quoi consiste une assistance électorale? Moi, je pars toujours des bases légales. Oui. Vous savez que la CEDEAO a été mise en place pour l'intégration économique. Oui. Les chefs d'État ont estimé que pour garantir l'intégration économique, il faut une intégration politique. C'est pour ça que après les crises qu'il y a eu en Sierra Leone et au Libéria dans les années 90, en 99, les chefs d'État, ils ont signé le protocole pour la prévention des conflits, la gestion et la résolution des conflits. Et ce protocole a été signé en 99. Mais après avoir signé ce protocole, ils ont estimé que ce protocole était incomplet parce que les crises dans nos pays sont les résultats
des élections mal acceptées ou mal organisées. Et il fallait donner un pouvoir à la CEDEAO pour pouvoir assister les États. Et c'est pour ça qu'il y a eu le protocole additionnel de 2001 signé à Dakar, qui est le protocole additionnel au protocole de 99, et qui permet à la CEDEAO et donne pouvoir au président de la commission de porter assistance à tout État membre qui organise les élections. Et quelle sorte d'assistance? Cette assistance peut prendre n'importe quelle forme. Nous avons eu à assister le Libéria et la Sierra Leone. Nous leur avons accordé une assistance logistique en 2007. Qu'est-ce que ça dit? Nous avons eu à déployer des trocs, des camions pour aider ces commissions électorales à déployer le matériel électoral en son temps. L'assistance peut prendre aussi la forme d'assistance financière. Et ça, plusieurs États ont bénéficié de cette assistance financière. Vous savez que organiser les élections, ça revient très cher à nos États. Et bon, donc, il fallait que la CEDEAO vienne en aide aux États qui en ont besoin. Et sur ce, il faut que je rappelle que l'aspect assistance, c'est sur demande de l'État. La CEDEAO ne peut pas directement aller assister un État. Il faut que l'État fasse la demande. Donc, je viens de parler de l'assistance financière. Il y a l'assistance technique que la CEDEAO déploie pour assister des commissions électorales ou des États pour améliorer les conditions d'organisation des élections. Et nous l'avons déployé dans plusieurs États. Et c'est surtout ce qui a conduit à la création d'un réseau de commissions électorales, parce qu'il y a des commissions électorales qui sont plus avancées que d'autres. Donc, ce réseau est une plateforme de partage d'expérience. D'accord. Alors, la question que l'on se pose, c'est comment assister sans justement s'ingérer dans l'organisation interne. C'est pour ça que je disais que l'assistance, c'est sur la demande de l'État. Il y a, si nous suivons lisons le protocole additionnel, le protocole dit quand un État membre organise des élections, le président de la commission déploie une mission d'information, une mission exploratoire préélectorale. Et c'est sur recommandation de cette mission. Cette mission, quand elle arrive, elle rencontre tous les acteurs et fait l'évaluation de l'état de préparation pour les élections. Et rencontre au président de la commission et lui fait des recommandations sur la nature de l'assistance. Donc, aucune assistance ne peut être donnée à un État si l'État ne requiert pas. L'État doit être demandeur. Donc, voilà. Mais quant aux missions d'observation, la CEDEAO n'a pas besoin de l'avis d'un État avant de déployer la mission d'observation. Parce que c'est une mission qui va témoigner de la manière dont les élections ont été organisées. D'accord. Et vous, pendant une vingtaine d'années, quelles sont les élections d'enjeux cruciaux, justement, que vous avez pu observer et qui, justement, vous ont marqué dans la région? Oui, ce qui m'a marqué quand j'ai pris fonction en 2006, sur la base du protocole, la CEDEAO et les États membres ne doivent pas modifier le dispositif légal moins de 6 mois avant les élections. Et me voilà, tout jeune, et on a débarqué dans un des pays, et la mission préélectorale, et moins de 3 mois, il y avait des modifications. Et moi je dis, mais ce protocole a été signé ici, mais on est à 3 mois et vous continuez des modifications. Vous savez ce qui m'a été répondu? Le protocole additionnel de la CEDEAO n'est pas une Bible. C'était mon premier choc. Hein? Ensuite, ce qui m'a le plus marqué, c'est la mission sécuritaire que nous avions déployée au Togo en 2007. Sur la demande du Togo, la CEDEAO a déployé 100 officiers. Il y a eu 10 officiers béninois qui ont participé. Et donc 100 officiers de la région pour aller sécuriser les élections et législatives au Togo, et ça a été un succès. Mais avant d'y aller, les autorités togolaises nous ont demandé
d'envoyer une mission préélectorale sécuritaire composée d'officiers pour préparer le terrain. Donc voilà des questions que nous avons pu régler avec délicatesse et qui suivent le cours. Et il faut reconnaître que sur la base de ces protocoles et de notre dispositif, il y a eu une période de 10 ans que nous avons connue sans coup d'État dans notre région. Et ceci à notre actif. D'accord. Alors, de plus en plus, c'est un secret de polichinelle, la crédibilité de la CEDEAO mise en cause par les citoyens ouest-africains. Ça poursuit pendant donc, les élections quand ces observateurs sont déployés sur le terrain. Donc, ces déclarations alimentent souvent la polémique. Pourquoi ? Oui, oui, c'est ça, nous avons toujours été confrontés à cet aspect, à cette question. La CEDEAO a un rôle pacifique. Ce qui importe aux institutions internationales, c'est d'organiser les élections de manière pacifique. C'est pendant la paix qu'on peut discuter, on peut dialoguer. C'est ça la priorité. La CEDEAO n'a pas pour rôle de venir mettre le feu à tel ou tel pays. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que la mission d'observation de la CEDEAO est différente des autres missions. Parce que la mission d'observation de la CEDEAO n'est pas que neutre. Le chef de mission joue aussi un rôle de médiateur quand il y a des crises. Je prends l'exemple des élections en Sierra Leone. Mais le chef de mission est obligé de quitter son rôle de chef de mission pour discuter avec les acteurs pour les amener à s'accorder et accepter les résultats. Donc, il y a un rôle de modération parce qu'on se dit, si nous activons et qu'il y a crise, c'est encore la CEDEAO qui doit être présente pour résoudre les crises. Donc, l'objectif de la mission d'observation de la CEDEAO, c'est une mission de développement. Ce n'est pas une mission de chercher forcément les dysfonctionnements. Nous les notons. Mais quand vous les notez, il faut pouvoir discuter avec les acteurs pour qu'on trouve une solution. Et c'est ce que nous avons fait souvent dans les pays. Et maintenant, tout ce qui est fait en dessous, et les médiations, le rôle de médiateur que nous aurons, ce n'est pas toujours, il n'y a pas une communication suffisante là-dessus, mais nous pensons que la CEDEAO est dans son rôle, toute action mérite des commentaires. Nous ne pouvons pas défendre aux gens de commenter le rôle de la CEDEAO. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que quand la CEDEAO est absente dans un processus électoral dans la région, c'est les mêmes acteurs qui sont contre la CEDEAO qui nous demandent pourquoi nous n'étions pas venus. Vous avez vu le rôle que nous avons joué en Gambie 2 fois. Donc, si la Gambie aujourd'hui a un régime démocratique, une certaine stabilité, c'est grâce à la CEDEAO. D'accord. Et puis l'évidence aujourd'hui, c'est, on va dire, la chute donc, du taux de participation lors des élections. La population exprime de moins en moins l'intérêt pour aller voter. Pour vous, quelles peuvent être les causes donc, de ce désintérêt? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce désintérêt est que aujourd'hui le citoyen lambda se demande qu'est-ce qui me revient quand je vais voter. Ma vie ne change pas. Quelle est la dividende du citoyen qui revient au citoyen? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, les citoyens, de plus en plus, perdent confiance aux institutions. Et c'est ça. Et il y a des efforts à faire pour regagner cette confiance et il y a moins d'engouement parce que les citoyens estiment que les jeux sont joués d'avance, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, les citoyens estiment que même si je perds mon temps sous la pluie, sous le soleil pour aller voter, ma situation à la maison, ou mon salaire n'augmente pas, ou mes enfants sont toujours à la maison sans emploi, ou ils se posent plein de questions. Ça fait que, la motivation n'y est plus, mais avec plus de sensibilisation, je pense que nous pourrons remonter je suis déjà à la retraite, mais ceux qui sont encore sur le terrain pourront... En général, donc, on n'est jamais à la retraite. On vous sait très dynamique. Alors, vous observez les élections depuis plusieurs années
année les élections présidentielles, bien sûr, aux États-Unis. Vous y serez sans doute donc en novembre prochain. Quelles sont les leçons de pratique démocratique que vous avez pu tirer donc de ces élections? Très bien, merci pour cette question. Et la première mission d'observation que j'ai faite aux États-Unis, je me suis posé des questions. Parce que j'ai compris que la démocratie, la première condition, c'est la confiance aux institutions. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, quand vous allez, je suis allé observer, ce qui peut prendre 3 mois, 6 mois de discussion dans nos pays, ce n'est même pas considéré. Qu'est-ce que je veux dire? On peut battre campagne jusqu'au jour, jusque dans un bureau de vote et porter l'effigie de son parti aux États-Unis. C'est impossible ici. Donc, c'est parce qu'il y a une certaine confiance au système, aux institutions, que, il y a certaines choses qui sont banalisées. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans le processus. Et le second élément qui m'a marqué durant le briefing, les Américains croient en leur constitution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes au briefing et que les démocrates viennent vous briefer, en conclusion, ils vous disent notre constitution a des failles, mais c'est notre constitution, on la respecte. Les républicains, ils viennent, ils concluent en disant c'est notre constitution, on la respecte. C'est ça qui fait la stabilité d'un pays. Quand les principes sont là, il faut que tout le monde soit engagé à respecter et que les institutions qui sont chargées de garantir ces principes puissent mériter la confiance. D'accord. On va parler maintenant de la crise entre le Bénin et le Niger. À l'origine, c'était le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé Mohamed Bazoum. Dans la foulée, la CEDEAO condamne le putsch et prend des sanctions, comme elle l'a fait avec d'autres pays. Les tests de l'organisation prévoient ces mesures de sanctions? Mais regardez, est-ce qu'une communauté peut exister sans sanction, sans règles? Une communauté existe, l'organisation d'une communauté donne des droits, des obligations, et quand quelqu'un enfreint aux obligations, c'est normal qu'il y ait des sanctions. Maintenant, quand on estime que ces sanctions ne sont pas prévues dans les tests, moi je suis surpris, j'ai devant moi l'acte additionnel portant régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'en ont pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Cet acte a été signé en 2012. Et je peux vous dire que l'article 6, paragraphe 15, si vous voulez, je le lis, cet article prévoit la possibilité de sanctionner jusqu'à déployer une force légale. Ça, c'est dans l'article. Le document est là, je peux le partager avec vous. On peut faire des commentaires sur la décision de prise de sanctions. Mais dire que ça n'est dans aucun document, c'est un document qui est ici, qui a été signé par les États membres de la CEDEAO. Et qui dit qu'on peut sanctionner. Donc, maintenant, les sanctions, l'opportunité de cette sanction peut être discutée. Mais si les sanctions qui ont été prises par l'instance suprême de la CEDEAO, qui est la conférence des chefs d'État, qu'est-ce que nous... Donc c'est là que nous sommes. Donc c'est cette décision qui a été prise et qui a été mise en application par des pays. Certains n'ont pas voulu mettre en application parce que... Et il faut que nous sachions que les institutions comme l'Union africaine et la CEDEAO sont confrontées au principe de souveraineté des États. C'est un principe sacro-saint du droit international public que les États utilisent. Or, en droit international public, en relations internationales, quand vous signez un protocole ou un traité, c'est que vous acceptez de céder une partie de votre souveraineté. Alors, la question que beaucoup se posent, pourquoi est-ce que la CEDEAO ne sanctionne pas ce que d'aucuns appellent coup d'État constitutionnel? Oui, bon, alors là, c'est une question qu'on se pose, mais ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel, dans chaque constitution, il y a une procédure pour sa modification qui est prévue. Oui. Et ce qui
importe à la CEDEAO, c'est ce qui est dans les tests. Aujourd'hui, les tests de la CEDEAO condamnent farouchement les coups d'État. Et ces coups d'État zéro. Ça, nous avons un document pour ça qui permet à la CEDEAO de sanctionner. Donc, peut-être avec l'évolution, parce que la discussion est en cours, aussi bien au niveau de l'Union africaine qu'au niveau de la CEDEAO, sur les changements anticonstitutionnels. Et donc, on attend que ces discussions aillent à bout et qu'il y ait un document légal qui permette à la CEDEAO de faire ça. Mais, faut pas que la CEDEAO intervienne diplomatiquement dès lors qu'il y a des crises et ces crises sont dues à des changements qui ne sont pas prévus. Mais si la procédure, par exemple, quand la CEDEAO estime et dans le protocole dit aucun État ne doit faire un changement de tête du cadre légal moins de 6 mois. Sauf, on oublie cette portion de phrase, sauf un large consensus des acteurs. Il y a des pays, vous allez, et vous dites les acteurs, ils sont où? Ils sont au Parlement, et j'ai la majorité au Parlement, donc j'ai un large consensus. Donc, il y a tous ces débats-là auxquels nous sommes confrontés pour amener les États. Donc, le fait que les États ont toujours leur souveraineté, ils en sont jaloux. Sur la crise au Niger, nous avons vu l'engagement du Bénin qui a soutenu donc la décision de la CEDEAO. Finalement, la crise donc est restée entre le Bénin et le Niger. Les autres pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Sénégal et même la Côte d'Ivoire qui soutenaient donc la CEDEAO dans sa décision sont restés à l'écart. Le Bénin est le seul à gérer les conséquences donc de son soutien aux décisions de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que la posture de Patrice Talon est-elle mal vue à Niamey? Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est mal vu, puisque les choses ont évolué avec l'intervention des anciens chefs d'État et la concertation qui a eu lieu. Au début, il fallait appliquer une décision commune qui a été prise au niveau des chefs d'État. Le président béninois a pris les devants, il a appliqué, ce qui est normal. Donc, maintenant, et heureusement, maintenant, les choses avancent. Donc, je ne pense pas que on a intérêt à polémiquer sur cette question, puisque les relations diplomatiques entre le Bénin, l'ambassadeur du Bénin, à ce que j'ai lu dans les journaux, a déjà pris fonction et a présenté. Et actuellement, ce matin, j'ai même appris qu'il y a un navire qui est à Cotonou pour extraire, je ne sais pas encore combien de millions de barils. Et donc, les choses avancent. Et c'est ça un exemple que nous avons donné aux autres régions. Parce que nous avons pu régler nos problèmes par l'intermédiaire des acteurs politiques internes. Et c'est ce que nous demandons. Et c'est ça l'objectif, le vœu de la CEDEAO et des institutions internationales, que les acteurs arrivent à s'entendre sur des problèmes qui se posent à leur pays. Alors, c'est un exemple que j'ai été fier d'être béninois sur le plan continental, et je l'ai défilé dans mon bureau pour me féliciter pour cette action. D'accord. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont créé l'Alliance des États du Sahel en se retirant justement de la CEDEAO. Quelle est votre opinion sur cette alliance? Oui, vous savez, la création de l'Alliance, pour le moment, n'est pas un problème pour la CEDEAO, puisqu'il y a d'autres alliances qui sont là. Il y a le Conseil de l'Entente, il y a Mano Riva. Donc, dans le fond, la création d'une alliance pour lutter contre l'insécurité n'est pas incompatible avec l'appartenance à la CEDEAO. Mais maintenant, la décision de sortie de la CEDEAO a un processus. Donc, il ne suffit pas de dire je sors de manière immédiate. Non, à effet immédiat. La CEDEAO a un processus. Ces pays appartiennent toujours à la CEDEAO. Ces pays, la CEDEAO, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, compte 15 États membres. Et les 15 États membres continuent de bénéficier de l'appui de la CEDEAO. Donc, qu'on soit dans l'Alliance ou non, les appuis humanitaires de la CEDEAO continuent de bénéficier à ces États. Donc, maintenant, on attendra le 29 janvier pour savoir si c'est effectif que 3 pays sortent de la CEDEAO ou non. Et c'est là l'intérêt des échanges que nous avions organisés entre le commissaire affaires politiques de la CEDEAO et les ambassadeurs de la CEDEAO à Addis Abeba. Parce qu'il faut qu'on comprenne
l'impact des décisions aussi. Et les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO basés à Addis ont expliqué que nous avons 4 membres au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à cause du nombre d'États membres à la CEDEAO. Donc, si nous revenons à 11 ou à 12, ça risque de nous affaiblir parce que les autres régions commencent par réclamer déjà quelques postes attendant du fait que, bon, notre région ne compte plus tel nombre de... Donc, ce n'est plus le même poids. Tu vois? Donc, nous avons intérêt à œuvrer. Et la CEDEAO, je peux vous garantir que la CEDEAO est en train de mettre tout en œuvre. Est-il encore possible donc de non, mais en politique, tout est possible. Puisque la médiation continue, et il y a plusieurs voies, et la CEDEAO continue de discuter par des personnes, des autorités interposées avec ces pays pour voir les conditions dans lesquelles ils peuvent revenir. Donc jusqu'au 29 janvier 2025, nous considérons que la CEDEAO est toujours composée de 15 États membres. D'accord, on va parler de sécurité à présent avec vous. Quand on prend les 3 pays qui ont créé l'Alliance, est-ce que vous avez l'intention, vous avez l'impression que l'insécurité a baissé dans ce pays dirigé par les militaires? Donc, voilà une question intéressante. Et la plupart de ces 3 pays, les 3 pays d'ailleurs, ont argué du fait que la CEDEAO n'est pas venue au bon moment pour les aider à lutter contre l'insécurité. Et que les gouvernements en place ne donnaient pas les moyens pour... Moi, j'étais le chef de l'équipe technique de la CEDEAO qui a été déployée pour discuter avec les cadres de ces pays pour voir sur quel chronogramme nous pouvons compter le retour à l'ordre constitutionnel. Et je peux vous dire que la Guinée, le Burkina et le Mali, nous étions très avancés. On s'était même entendu à ce que, en 2024, le chronogramme devait être bouclé. Donc tous ces pays devaient organiser des élections en 2024. Soudainement, il y a eu l'événement du Niger qui a tout embrouillé. Et bon, maintenant, ils ont mis en place l'Alliance. Et l'Alliance, c'est pour lutter, mais je peux vous prendre à témoin. Est-ce que l'enthousiasme que nous avons connu dans ces pays, quand ils ont pris les rênes du pays, est-ce que nous avons toujours cet enthousiasme aujourd'hui? Ça, c'est déjà un indice d'évaluation, parce qu'il y a toujours des tueries, et nous avons des informations où même des casernes ont été attaqués dernièrement, aussi bien au Burkina qu'au Mali. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant et c'est pour ça que, de nos jours, il faut que tout le monde se mette ensemble pour faire face à ce fléau. C'est ça le plus important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'initiatives, dont l'initiative d'Accra. Et nous avons le département paix et sécurité de la CEDEAO qui s'active avec les réunions avec les chefs d'état-major pour essayer de trouver une solution commune. Parce qu'on ne peut pas lutter isolément contre ce fléau. Vous avez des adversaires qui sont prêts à mourir ou que vous ne connaissez pas. C'est difficile. Donc, il faut se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau et pour que ils ne viennent pas nous envahir, nous qui sommes à la côte. D'accord. Le Bénin se prépare pour ces élections générales en 2026. C'est une première expérience. Donc, d'ici moins de 2 ans, la réforme du système partisan est en cours. Un code électoral a été adopté, même si il alimente quelques polémiques. Comment suivez-vous cette phase préélectorale au Bénin? Oui, bon, mais personnellement, en tant que citoyen, j'ai intérêt à suivre la phase préélectorale. Bon, maintenant, la CEDEAO, en temps opportun, enverra une mission pour discuter avec les acteurs. Mais ce que je veux dire, aucun test légal n'est parfait. Aucune constitution n'est parfaite. Donc, si
le test suit le processus normal pour devenir un test légal et que on sent qu'il y a des insuffisances, mais il y a les canaux pour discuter et s'entendre. Est-ce que vous savez que il y a des pays, au moins un pays en Afrique de l'Ouest, où les acteurs se sont entendus pour mettre leurs tests légaux de côté et faire valoriser, comment on dit, faire valider les élections par une structure internationale. Ce qu'on appelle la certification. Donc, l'essentiel est que les acteurs discutent et s'entendent. À toutes les étapes, si les acteurs discutent et s'entendent, c'est la base de leur entente. C'est sous la base de leur entente que les élections peuvent être organisées. Donc, moi, j'invite tous les acteurs à continuer la discussion qui est déjà en cours pour que, bon, une entente qui arrange la majorité, puisque l'entente ne peut jamais arranger tout le monde totalement, une entente qui arrange la majorité soit et si l'entente c'est le respect du test, nous allons le respecter et puis il peut être corrigé après. Et c'est la première expérience de la CEDEAO du Bénin d'organiser des élections générales. Et je peux vous dire que c'est une avancée parce que ça permet de réduire les coûts. Les États anglophones ont toujours organisé des élections générales. Ils sont toujours organisés des élections générales pour éviter d'être en élection chaque année et d'avoir des coûts. Donc, moi, je pense que c'est déjà un grand pas qu'on puisse organiser des élections générales. Bon, il peut y avoir des défis, des insuffisances qui peuvent être corrigées. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que beaucoup de choses, malgré tout ce qu'on reproche, aujourd'hui, la démocratie est ancrée dans tous les États membres de la CEDEAO, c'est-à-dire que tout citoyen aujourd'hui de la CEDEAO sait qu'il faut un régime démocratique et que le régime a un mandat. Même si vous allez vers les paysans, ils vous diront. La question de la limitation de mandat, les discussions, on sait qu'il y a eu des discussions comme ça, donc au sein de la CEDEAO, limiter le mandat à deux au maximum dans les États membres de la communauté. Pourquoi est-ce que ces discussions n'aboutissent pas? Non, mais la discussion, il faut un consensus de tous les États pour décider. Depuis 2018, la CEDEAO a recruté des experts pour réfléchir et proposer. Parce que le protocole, on estime que, bon, il a des insuffisances qu'on doit améliorer. Mais il faut savoir que tous les États ne s'entendent pas sur le fait. Certains estiment que, bon, c'est un problème interne, ça dépend de l'histoire de chaque pays, et que mettre ça dans un protocole, ça risque d'être un précédent. Moi, personnellement, j'ai eu à demander à un ancien président du Nigeria qui a dit que non, que la limitation de mandat n'est pas... Pourtant, c'est dans la pratique chez eux. Il a dit non, parce que ce n'est pas une question importante pour la démocratie. Et je dis, mais... Et il prend l'exemple de l'Allemagne et tout ça. Je dis, oui, mais en Allemagne, dans ces pays, grands pays, les structures sont solides, indépendantes, et les hommes qui les animent par rapport à leurs tests. Mais dans nos contextes, bon, les institutions, et quand quelqu'un te nomme, tu te sens redevable. Et ça, c'est une culture. Et en dehors de ça, il y a la notion africaine du pouvoir. Nous avons même des proverbes dans nos langues qui reflètent ce qui se passe. Et non, en Côte d'Ivoire, on dit un chef baoulé ne voit pas son successeur de son vivant. Donc, il y a tous ces problèmes, cette culture qui fait que nous avançons quand même, malgré ça. Et nous essayons d'avancer, mais nous sommes pressés
D'accord. D'avoir une démocratie parfaite. Au Bénin, l'opposition plusieurs fois appelle la communauté internationale à intervenir pour que le code électoral soit revu avant les prochaines élections. Quand on parle de la communauté internationale, c'est d'abord la CEDEAO qui est vue. Est-ce que c'est possible que la CEDEAO intervienne pour qu'il y ait consensus autour du code électoral? La CEDEAO a toujours intervenu dans plusieurs pays pour avoir le consensus. Si la CEDEAO est saisie, le président de la commission va déployer une mission et des gens capables de faire la discussion entre les acteurs, et la décision des acteurs sera la priorité de la CEDEAO. Donc ce n'est pas encore exclu. Tout est sur la base de discussion. Est-ce que vous savez ce que Mandela disait à ses militants qui voulaient qu'ils chassent les Blancs? Il leur a dit, ceux-là, nous sommes liés par l'histoire, nous ne pouvons pas les chasser. Et quand on va à une négociation politique, il faut évaluer soi-même sa capacité et ses forces, et évaluer la capacité et les forces de l'adversaire. Donc, essayons de continuer la discussion, et si ça aboutit et qu'il y a un consentement, et voilà, d'accord. Alors, comment est-ce que la vitalité de la démocratie béninoise est-elle perçue au sein de la CEDEAO et même de l'Union africaine? Non, la vitalité de la CEDEAO, de la démocratie du Bénin, vous voulez dire, oui, elle est bien reconnue à la CEDEAO comme ailleurs. Et je peux vous dire que aujourd'hui, la seule constitution qui limite strictement le mandat, c'est la constitution du Bénin. Et ça, tous mes patrons à la CEDEAO en sont fiers et respectent nos dirigeants pour s'être entendus pour en arriver là. C'est vrai, nous ne voulons donner des emplois à personne, mais nous avançons compte tenu de notre histoire. Vous voyez. Donc, c'est très vital. Et l'expérience aussi de Addis Abeba, et je l'ai vécu. Et je peux vous garantir que quand tu dis que tu es béninois, c'est le respect. D'accord. Avant de connaître vos nouveaux chantiers, donc après tout ce parcours, on va dire, quel est le regard que vous portez sur la gouvernance politique justement du président Patrice Talon qui bientôt va finir ses 2 mandats? Ah, mais ça, c'est une question très délicate. Vous savez, un gouvernement a ses priorités. Les gens, quand on va aux urnes et qu'on élit, c'est par rapport à celui qui est élu à ses priorités. Donc, le président Talon est en train d'exécuter ses priorités et pendant son mandat. Donc moi, maintenant, vos priorités peuvent être discutées. Chacun peut avoir son avis sur ses priorités. Mais l'essentiel, quand on a un avis, il faut pouvoir contribuer à l'amélioration. Moi, je suis contre critiquer pour critiquer. Vous voyez. Mais je suis pour des critiques par rapport à ça. Voici ce que je propose. Et puis on avance. Donc moi je ne suis qu'un simple citoyen et je vois. Et il y a longtemps que je suis rentré au pays. Donc on ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur avis, mais on ne peut pas empêcher le président Talon d'exécuter son programme selon ses priorités. D'accord. Voilà. Après plus de 20 ans donc, au service de la région pour le renforcement de la démocratie, quels sont, vous disiez tout à l'heure que vous êtes à la retraite, quels sont vos nouveaux chantiers? Oui, bon, les nouveaux chantiers, il faut d'abord voir l'environnement. Et, bon, il y a beaucoup de contacts qui sont pris, et des institutions aussi bien en Afrique qu'au Bénin me contactent, certains au Canada et aux États-Unis. Bon, il faut que je m'assoie pour voir comment organiser tout ça. Et je me mettrai... Mais la priorité pour moi aujourd'hui, c'est de participer à des formations. Je donne déjà des cours à l'Université du Togo et je fais des conférences dans d'autres. Et je veux plus parler aux jeunes, faire des formations et préparer les jeunes pour que la démocratie soit une réalité dans la tête des gens. Parce qu'aujourd'hui, tout va à volo. La démocratie est la voie la plus difficile et pour y arriver, il faut se mettre au travail. C'est la seule solution pour l'heure des slogans est terminée. Il faut qu'on se mette au travail.
Et quand on se met au travail, ce qui reste, hein, l'indépendance est claire et la démocratie. Vous avez des pays qui, en 61, étaient derrière le Bénin, la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais si vous allez dans ces pays aujourd'hui, je prends l'exemple de la Corée, mais une petite Coréenne va vous dire, mon pays n'a pas de ressources humaines, de ressources naturelles, mon pays n'a pas de ressources financières, mais nous avons la tête. Et quand un peuple se dit, nous avons la tête, ce peuple peut avancer. Et c'est ce que je veux m'évertuer à inclure aux jeunes et par des formations. C'est ça ma priorité. D'accord, on va finir avec, disons, 2 ou 3 mots de fin pour boucler l'entretien. Ah oui, ben, mot de fin, mon premier mot de fin est la fierté que j'ai de revenir dans mon pays. Parce que pour quelqu'un qui a quitté le pays depuis 2006 et qui revient et voit l'environnement, je pense qu'on respire de l'oxygène. Et c'est ce qui est important. Pour revenir voir ses proches. Et bon, la démocratie est en marche. Hein? Aucune démocratie, aucun processus n'évolue sans contrainte et sans heurts. Donc, essayons de dépasser nos passions et de voir l'avenir du pays, l'intérêt du pays pour que nous puissions avancer. Moi, c'est ce que j'ai comme mot de fin. D'accord, merci à vous, Excellence Francis Gabriel Oké, désormais ancien représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, ancien secrétaire permanent du réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest, ancien chef d'équipe adjoint démocratie et bonne gouvernance de l'USAID, diplômé de 3e cycle en diplomatie et stratégie de Paris et j'en passe. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Très bonne journée à vous. Merci.